La main de Naya se posa sur la bouche de Madame Eliane au moment précis où la porte de la chambre commença à s'ouvrir. « Ne parle pas » souffla-t-elle, le souffle court, les yeux grands ouverts. De l'autre côté de la porte, une voix d'homme résonna à travers l'entrebâillement. Calme, froide. C'était Didier Camara, le mari de Madame Eliane, parlant au téléphone comme s'il commandait un simple objet. « Elle a 48 ans, pas d'enfant. Ses parents sont morts. Tout sera à moi. On règle ça discrètement ce soir. » Le cœur de Naya battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le couloir pouvait l'entendre. Les doigts de Madame Eliane s'agrippèrent à son poignet, tremblants. Les deux femmes restèrent figées, immobiles, dans la lueur douce qui filtrait du corridor. Madame Eliane portait un peignoir en dentelle bleue, ses lunettes de lecture suspendues à une fine chaîne. Naya, dans une simple robe de domestique, tenait une pile de serviettes propres qui semblait soudain peser aussi lourd que de la pierre. La poignée de la porte tourna. Didier fit un pas. Naya retint son souffle, puis, juste au moment où la porte allait s'ouvrir, il s'arrêta. Un rire bas et amer s'échappa de ses lèvres, tandis qu'il continuait sa conversation. La porte se referma lentement. « Ne t'inquiète pas, » disait-il à son interlocuteur, sa voix s'éloignant à mesure qu'il marchait. « Je ferai en sorte que ça ressemble à une maladie. Après tout, elle est épuisée. L'entreprise l'occupe jour et nuit. » L'appel prit fin. Le silence gonfla comme un tambour invisible. Madame Eliane regarda Naya, le choc traversant son visage comme une pluie glaciale. Naya déglutit, sa main tremblante mais sa voix ferme. « Madame L, écoute-moi d'abord, je t'en prie. » Et c'est ainsi que commença la pire nuit de leur vie. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Quelques heures plus tôt, le matin s'était levé doucement sur la ville de Sanoko. Le ciel était doré, caressant les palmes des arbres que la brise faisait onduler. La grande maison blanche des Camara s'éveillait comme un navire majestueux. Les grilles s'ouvraient, les arroseurs chantaient, la cuisine exhalait l'odeur du thé sucré et du pain frais. Naya était debout depuis 5 heures, comme toujours. Elle se déplaçait comme une ombre silencieuse, balayant, rinçant, pliant. Elle arrangeait les fleurs près du piano, essuyait la rampe en bois de l'escalier, faisait briller le marbre du salon jusqu'à ce qu'il ressemble à une eau immobile. Elle s'assurait que les rideaux bleus tombent parfaitement, que les verres soient comptés pour les réceptions, que les piles des télécommandes soient vérifiées. Lorsqu'elle remarquait une éraflure sur le mur du grand couloir, elle la recouvrit d'une photo de famille pour éviter que Madame Eliane n'y voie une source de stress. Naya faisait tout cela parce qu'elle savait ce que signifiait une maison sans paix. Ses parents étaient morts il y a de longues années, l'un après l'autre, comme de bougies soufflées par le même vent. Depuis, elle avait appris à survivre, parfois dans une chambre, parfois sur un banc. Elle avait appris à être rapide, discrète et prudente. Lorsqu'elle entra au service de Madame Eliane 3 mois plus tôt, elle s'était dit « Donne à cette maison le meilleur de toi-même, fais-la fonctionner comme une mélodie. » Madame Eliane avait remarqué. Chef d'une entreprise textile prospère, ses créations illuminaient les vitrines de Sanoko comme celles d'Abidjan. Elle était ferme mais juste. Elle remerciait Naya lorsqu'elle faisait bien son travail. Elle portait souvent de la dentelle bleue et laissait ses lunettes pendre bas lorsqu'elle lisait. Parfois, quand la journée finissait tard, elle invitait Naya dans son bureau pour lui offrir du thé. Elle parlait alors de pluie, de livres ou du calme des rues après l'orage. « Tes mains sont prudentes ?» avait-elle déjà confié à Naya en la regardant arranger des roses fraîches. Des mains prudentes sauvent une maison de la casse. Naya avait souri. Mais dans ce tableau presque parfait, une ombre planait. Cette ombre, c'était Didier Camara. Grand, séduisant, 55 ans, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il ne travaillait pas. Il n'en avait pas besoin. Il voyageait dans le jet privé de son épouse et conduisait ses voitures. Il aimait saluer les caméras aux côtés d'Eliane, mais dans les recoins silencieux de la maison, son rire devenait tranchant. Il jetait ses chaussures au milieu du salon, laissant d'autres trébucher dessus. « À quoi sert tout cet argent si on ne peut pas vivre libre ?» disait-il avant de demander un autre verre. Naya observait.
Elle remarquait qu'il ne demandait jamais à Eliane comment s'était passée sa journée. Elle remarquait qu'il levait les yeux au ciel lorsqu'elle répondait à ses appels le soir. Elle voyait aussi le regard triste de Madame Eliane posé sur un petit berceau en bois, exposé dans une vitrine du couloir. Un berceau qui n'avait jamais accueilli d'enfant. Cet après-midi-là, un orage se forma au-dessus de Sanoko. Le ciel devint lourd, presque métallique, et le tonnerre résonna comme un tambour lointain. Naya venait de terminer le salon. Elle se dirigea vers la chambre de Madame Eliane pour changer les draps et essuyer les tables de chevet. Mais à peine avait-elle atteint la porte qu'elle entendit la voix de Didier Camara. Ce n'était plus le ton charmeur qu'il utilisait en public, ni l'indifférence hautaine qu'il affichait à table. Sa voix était dure, froide, presque coupante. « Je t'ai dit qu'on a fini d'attendre », murmurait-il au téléphone. « Je ne peux pas passer le reste de ma vie comme ça. Elle ne peut pas me donner d'enfant. Toute sa fortune sera mienne quand elle ne sera plus là. Ses parents sont morts, elle est leur unique héritière. On dira que c'était le stress, que le médecin l'avait prévenu de se reposer. Ce soir, on règle ça. » Le sang de Naya se glaça. Les serviettes qu'elle tenait glissèrent légèrement entre ses mains. Son esprit s'emballa, mais son corps resta figé comme une statue prête à bondir. Toutes les leçons de prudence qu'elle avait apprises dans la douleur de sa vie remontèrent en elle. Elle ne fit aucun bruit, ne laissa rien tomber. Derrière elle, des pas légers approchèrent. Un parfum familier flotta dans l'air. Madame Eliane, ses lunettes au bout du nez, avançait avec un dossier sous le bras. Elle s'apprêtait à entrer comme si rien au monde ne pouvait être anormal. Naya comprit en une fraction de seconde que si Madame entrait, ce serait la fin. Sans réfléchir, elle se plaça devant elle, posa ses serviettes au sol et tressa doucement sa main sur sa bouche. « Ne parle pas », souffla-t-elle d'une voix à peine audible. « Ma, écoute, je t'en prie. » Madame Eliane, d'abord surprise qu'une domestique ose un tel geste, fixa Naya. Mais ce qu'elle lut dans ses yeux, un mélange de peur et de détermination, la convainquit de se taire. Derrière la porte, Didier reprit sa voix basse, plus perfide encore. « Oui, j'ai le contact, une pilule et c'est fini. Ça paraîtra naturel. Assure-toi que ce soit propre. Je ne veux pas d'histoire. Je veux la liberté, une nouvelle vie, une femme plus jeune, des enfants. Celle-ci ne m'a rien donné. » Le visage de Madame Eliane se figea. Ses traits passèrent de la confusion à la compréhension, puis à une douleur si vive que ses épaules s'affaissèrent. Elle avait nourri cet homme, partagé sa fortune, ouvert les portes de sa vie et de son entreprise. Elle l'avait choisi malgré les pressions, malgré l'absence d'enfant. Et voilà que ces mots, tranchants comme des lames, la condamnaient. Naya sentit Madame trembler. Elle lui prit la main et articula silencieusement « Pas de sang, appelle la police ». Les yeux d'Eliane s'embuèrent de larmes, mais elle hocha la tête. Ensemble, elles reculèrent doucement, s'éloignant de la porte comme deux danseuses qui esquivent un piège, jusqu'à atteindre le petit bureau. Naya referma la porte sans un bruit, tandis que les doigts de Madame composaient un numéro d'urgence. « Venez vite !» murmura Eliane d'une voix tremblante quand l'opérateur répondit. « Mon mari prévoit de me faire du mal. » L'air de la maison semblait s'épaissir, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Madame Eliane, le téléphone encore en main, murmurait aux opérateurs de police, tandis que Naya restait immobile, les yeux rivés sur la porte. Les mots étaient simples, brefs, précis. « Des unités sont en route », avait répondu la voix au bout du fil. Le silence ne dura pas. Les pas de Didier résonnèrent de nouveau dans le couloir. Ses chaussures claquaient sur le marbre, régulières, implacables. Il fredonnait un air léger, comme un homme détendu après une conversation ordinaire. Mais chaque pas le rapprochait du bureau. La poignée tourna, Naya échangea un regard avec Madame Eliane, puis jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Au loin, à travers le rideau de pluie, on entendait déjà les sirènes s'approcher, fines d'abord, puis plus claires, serpentant dans les rues comme des lames de lumière. Didier poussa la porte du bureau et entra. Son regard balaya la pièce avant de se poser sur elle, sa femme, pâle et tremblante, et Naya, droite comme un arbre refusant de plier. « Qu'est-ce que c'est » lança-t-il d'une voix douce et glaciale. « Une réunion dont je n'étais pas invitée ?» Naya releva le menton,
Madame serra son téléphone contre elle comme une arme fragile. Les sirènes s'intensifiaient. Les grilles de la villa grincèrent, des portières claquèrent, le martèlement de bottes sur la pierre mouillée résonna dans la cour. Le sourire confiant de Didier vacilla quand la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Des policiers armés envahirent la pièce, le tonnerre grondant à l'extérieur en écho à leur entrée. « Monsieur Didier Camara !» annonça l'un d'eux d'une voix ferme. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre. » « Non !» hurla Didier en reculant, le visage blême. « C'est un mensonge. Eliane, dis-leur de partir. Tu sais que je t'aime. » Mais Madame Eliane reste à droite, ses lunettes basses sur le nez, ses larmes brillantes, mais sa voix ferme comme jamais. « Tu as comploté pour me tuer, Didier. J'ai tout entendu. Chaque mot. » Le rire nerveux de Didier se brisa. « C'était une blague. Tu me connais. Juste une manière de paraître fort. » Deux officiers l'encerclèrent. Les menottes claquèrent sur ses poignets. Didier jeta un regard noir vers Naya, ses yeux brûlants de haine. « Toi !» gronda-t-il d'une voix venimeuse. « C'est toi qui as fait ça !» La poitrine de Naya se serra, mais elle soutint son regard sourcillé. « Non, monsieur, c'est vous qui avez fait ça. » Les policiers l'emmenèrent, ses protestations résonnant dans le couloir. « Je suis innocent, on me piège. Eliane, tu me connais !» Puis les portes se refermèrent. Le silence retomba, seulement brisé par l'orage qui grondait dehors. Madame Eliane s'effondra lentement dans un fauteuil, ses mains tremblantes retirant ses lunettes. Pendant un instant, elle parut 10 ans plus vieille, sa force mise à nu. Naya s'agenouilla à ses côtés. « Maman, est-ce que vous allez bien ?» murmura-t-elle. Eliane saisit la main de Naya avec une fermeté inattendue. Ses larmes coulaient, mais sa voix restait solide. « Si tu ne m'avais pas arrêtée, si tu ne m'avais pas dit d'écouter, tu m'as sauvé la vie. » Le lendemain matin, Sanoko s'éveilla avec une nouvelle lourde comme l'orage de la veille. Les journaux, les radios et les écrans répétaient la même phrase. Le mari de la puissante dirigeante Eliane Camara arrêté pour complot de meurtre. Devant le tribunal, les caméras crépitaient comme des éclairs. Les reporters hurlaient des questions, leurs parapluies tremblant sous une pluie fine. À l'intérieur, la salle d'audience était pleine, l'air saturé de murmures. Naya était assise à côté de Madame Eliane, mais cette fois, elle ne portait pas sa robe de domestique. Eliane l'avait vêtue d'une élégante robe dorée qui illuminait sa peau sombre. Ses cheveux, habituellement attachés à la hâte, étaient coiffés avec soin. Elle n'était plus la servante qui frottait les sols à l'aube. Madame Eliane, majestueuse dans une robe de dentelle blanche, posa sa main sur le bras de Naya et lui souffla doucement. « Souviens-toi, tu fais partie de cette famille maintenant. Garde la tête haute. » La porte s'ouvrit, tous les regards se tournèrent. Didier entra, menotté, encadré par 2 policiers. Ses épaules autrefois droites étaient affaissées, son costume froissé après une nuit en cellule. Ses yeux cherchaient désespérément une échappatoire, comme s'il espérait encore réécrire l'histoire. « Levez-vous !» lança le greffier. Le juge fit son entrée, sévère et implacable. L'accusation prit la parole sans attendre. « Votre honneur !» déclara l'avocat. « L'accusé Didier Camara a comploté pour ôter la vie de son épouse afin d'hériter de sa fortune colossale. Nous en apporterons la preuve grâce à des témoignages et surtout à ses propres mots. » Didier blêmit. « Quels mots ?» balbutiait-il. La salle devint silencieuse quand un enregistrement fut diffusé. Sa voix résonna claire, tranchante, inéluctable. « Elle ne peut pas me donner d'enfant. Sa fortune est à moi quand elle disparaîtra. On fera en sorte que ça paraisse naturel. Je veux la liberté. Je veux une nouvelle femme. Celle-ci ne m'a rien donné. » Un souffle d'horreur parcourut la salle. Certains spectateurs secouraient la tête d'incrédulité. D'autres fixaient Eliane avec pitié. Didier bondit sur ses pieds. « C'était une blague, une stupide plaisanterie !» Mais l'expression glaciale du juge ne changea pas. « Est-ce votre voix ?» demanda-t-il. « Oui, mais... » tenta Didier. « Aucune explication n'est nécessaire, » trancha le juge. Le procureur reprit, implacable.
Un homme qui trahit ainsi une femme qui lui a tout donné ne mérite aucune clémence. » Didier s'effondra sur sa chaise, livide. Ses yeux rencontrèrent ceux de Naya, brûlants de colère et de désespoir. Mais elle soutint son regard calmement, ses mains croisées sur ses genoux. Le marteau du juge frappa. « Didier Camara, ce tribunal vous déclare coupable de complot en vue de commettre un meurtre. Vous êtes condamné à 10 années de prison. » Un tumulte éclata dans la salle. Les journalistes griffonnaient frénétiquement, les spectateurs murmuraient avec effroi. Madame Eliane ferma les yeux, des larmes roulant sur ses joues. Elle serra la main de Naya et lui murmura d'une voix tremblante mais pleine de gratitude. « Merci de m'avoir sauvée. » Même si Didier avait été condamné, pour Naya, ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. Les jours qui suivirent, la maison Camara devint le centre de toutes les attentions. Les journalistes campaient devant les grilles, impatients d'apercevoir la milliardaire qui avait survécu à la trahison de son mari. Mais ce qu'ils virent les surprit encore plus. Car lorsque les grilles s'ouvrirent, ce n'était pas seulement Madame Eliane qui apparut. À ses côtés se tenait Naya, vêtue d'une robe dorée, désormais hors de l'ombre du service. Eliane prit la parole devant la presse, sa voix ferme et claire résonnant dans le micro. « À partir de ce jour, Naya n'est plus ma domestique, elle est ma fille !» Les mots firent l'effet d'une onde de choc. Les flashs des caméras s'intensifièrent, les murmures gonflèrent dans la foule. Naya, bouleversée, baissa la tête, son cœur battant à tout rompre. Elle n'était plus la servante invisible, elle était reconnue comme la fille adoptive de l'une des femmes les plus puissantes du pays. Mais Eliane ne s'arrêta pas là. Elle inscrivit Naya aux examens d'entrée de l'université. La jeune femme travailla d'arrache-pied, et lorsqu'elle réussit avec les meilleures notes, Eliane l'envoya dans l'un des plus prestigieux établissements de Sanoko pour étudier la comptabilité. Le premier jour de cours fut un défi. Naya traversa le campus, une chemise blanche impeccable et une jupe bleu marine, serrant ses livres contre elle. Les étudiants la regardaient, certains la reconnaissaient comme la fille adoptive d'Eliane, d'autres chuchotaient sur son ascension fulgurante. Mais les paroles d'Eliane résonnaient en elle. « Garde la tête haute, tu as ta place ici. » Les nuits de Naya étaient longues, ses yeux brûlaient à force d'étudier sous la lampe, mais elle tenait bon. Elle affrontait les murmures jaloux, les regards sceptiques. Certains disaient qu'elle n'avait pas mérité sa place, ignorant les années de silence, de travail et de survie qui avaient forgé sa force. 4 années passèrent. Naya obtint son diplôme de comptabilité en étant la meilleure de sa promotion. L'auditorium explosa d'applaudissements lorsqu'elle monta sur scène, le toga et le mortier fièrement portés. Assise au premier rang, Eliane, les yeux pleins de larmes, applaudissait, comme une mère dont le cœur débordait de fierté. Après avoir obtenu son diplôme, Naya rejoignit l'entreprise d'Eliane. Cette fois, elle n'entrait plus dans les bureaux par la porte des domestiques, mais par l'entrée principale, celle réservée aux cadres. Elle ne portait plus de plateau, ni de chiffon, mais des dossiers qu'elle présentait avec assurance. Très vite, elle impressionna les membres du conseil. Sa précision, sa rigueur et son calme inspiraient confiance. Certains se souvenaient encore de l'avoir vue en uniforme de domestique, mais désormais, c'était elle qui expliquait les bilans, qui proposait des stratégies et qui obtenait des hochements de tête respectueux. Dans les couloirs, on la regardait avec admiration. Elle était devenue le symbole d'une histoire incroyable. La domestique transformée en responsable comptable de l'un des plus grands empires textiles du pays. C'est à cette époque que Naya rencontra Samuel, un jeune cadre d'une entreprise partenaire. Grand, attentif, avec un sourire sincère et des yeux qui semblaient lire au-delà des apparences. Leur première rencontre eut lieu lors d'une réunion interminable. Au début, ce n'était que des échanges professionnels, mais peu à peu, ils commencèrent à se parler en dehors du travail. Les soirées de travail se transformèrent en appels nocturnes, les dossiers en prétexte pour rester plus longtemps ensemble. Ils riaient de petites choses, partageaient des confidences à voix basse. Quelques mois plus tard, Samuel fit sa demande en mariage. La cérémonie fut grandiose, organisée par Eliane elle-même. Rien ne fut laissé au hasard. Les fleurs, les lumières, la musique, tout était digne d'un conte de fées.
Le jour venu, Naya descendit l'allée dans une robe blanche fluide. Les regards se tournèrent vers elle éblouis. Mais celui qui comptait le plus était celui d'Eliane. Elle souriait à travers ses larmes, sa joie brillant plus fort que tous les diamants de la salle. Lorsque Naya échangeait ses vœux avec Samuel, ce fut comme si tout son passé de douleur et de silence s'était dissous. Elle n'était plus la domestique invisible, mais une épouse, une femme accomplie, reconnue et aimée. Et pourtant, même au milieu de cette lumière, une ombre persistait dans le cœur d'Eliane, celle de Didier, enfermé loin d'elle, mais toujours présent dans ses souvenirs. 2 années passèrent après le mariage de Naya. Sa vie avec Samuel était rythmée par des rires, des matins paisibles et des rêves de famille. Elle rendait souvent visite à Eliane, qui l'accueillait comme une véritable fille. Pourtant, derrière le sourire tendre de la milliardaire, une ombre persistait. Le chapitre judiciaire était clos. Didier purgeait sa peine, mais le cœur d'Eliane, lui, n'avait pas encore trouvé la paix. La trahison l'avait marqué, mais l'amertume la rongeait davantage que la blessure. Un après-midi, dans le jardin baigné par le soleil filtrant à travers les manguiers, Eliane appela Naya à s'asseoir à ses côtés. Ajustant ses lunettes, elle parla d'une voix lente, presque murmurée. « Mon enfant, le pardon n'est pas une question de mérite. Il s'agit de se libérer soi-même. J'ai porté le poids de la trahison de Didier assez longtemps. Demain, je vais le voir. » Les yeux de Naya s'écarquillèrent. « Ma, après tout ce qu'il vous a fait, pourquoi ?» Eliane sourit doucement, un sourire fatigué mais déterminé. « Parce que la force ne se trouve pas seulement dans la punition, elle est aussi dans le lâcher-prise. » Le lendemain, Eliane franchit les portes de la prison, Naya à ses côtés. Le bruit des grilles de fer qui se refermaient fit frissonner la jeune femme. Les gardiens firent entrer Didier. Son corps autrefois fier était voûté, ses cheveux grisonnants, son visage marqué par les remords. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Eliane, il se figea. Lentement, il tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne mérite pas de te voir, » murmura-t-il. « J'étais aveugle, avide, insensé. Pourtant, tu es là. » La voix d'Eliane fut calme, posée, ferme comme une rivière tranquille. « Didier, tu as essayé de me détruire, mais je refuse de vivre enchaîné par la colère. Je retire ma plainte. Tu seras libéré, mais notre mariage s'arrête aujourd'hui. » De son sac, elle sortit des papiers de divorce qu'elle posa devant lui. « Je te pardonne, mais jamais plus comme mari et femme. » Didier éclata en sanglots, serrant les documents. « Tu me pardonnes après tout ce que j'ai fait ?»« Oui, » répondit Eliane d'une voix douce, « parce que je choisis la paix. » Puis, à la surprise de tous, elle sortit un autre document, un transfert de compte d'1 million de dollars. « Recommence ta vie, utilise-le bien, fais-en une seconde chance. » Didier s'effondra en pleurant, serrant les papiers contre lui. « Je ne mérite pas cette bonté, » sanglota-t-il. Sans un mot de plus, Eliane se détourna. Naya soutint son bras et ensemble, elles quittèrent la prison. Derrière elle, Didier restait seul, bouleversé par une miséricorde qu'il n'aurait jamais imaginée. 2 années s'écoulèrent après la libération de Didier. Le temps avait poursuivi sa course, effaçant peu à peu le tumulte des procès et des scandales. Naya, désormais pleinement installée dans sa vie d'épouse, donna naissance à une petite fille. Dans la chambre baignée de lumière, Samuel tenait la main de son épouse, les yeux brillants d'émotion. Naya, épuisée mais rayonnante, serrait contre elle son nouveau-né. Ils décidèrent de l'appeler Amara Grace, un prénom qui signifiait pour eux la beauté et la force de la vie après l'épreuve. Lorsqu'Eliane prit le bébé dans ses bras, ses larmes coulèrent sans retenue. Elle caressa son front et murmura d'une voix brisée par l'émotion « C'est le rêve que je pensais ne jamais voir se réaliser. » À cet instant, entourée de ceux qu'elle aimait, Naya sentit son cœur se remplir d'une paix nouvelle. Elle n'était plus la domestique invisible qui frottait les sols en silence. Elle était devenue une fille adoptive aimée, une épouse épanouie, une mère comblée.
Eliane, en berçant doucement Amara Grace, semblait elle aussi guérie de ses blessures. La maison qui avait autrefois résonné de trahison retrouvait enfin le son des rires, des pas pressés et des berceuses chuchotées. Pour Naya, ce moment était la preuve que le cercle de la vie se refermait. Elle avait connu la solitude, la peur, la trahison et la douleur. Mais elle avait aussi trouvé l'amour, la famille et la rédemption. Et tandis que la petite Amara s'endormait dans les bras d'Eliane, le silence de la maison ne sonnait plus comme une menace. Il résonnait comme une promesse. Les années passèrent et la maison des Camara connut une transformation profonde. Elle n'était plus ce lieu de tension et de secret, mais un foyer où régnait la chaleur de la vie partagée. Naya s'épanouissait dans son rôle de mère et de responsable dans l'entreprise familiale. Son nom, autrefois inconnu, inspirait désormais respect et admiration. Les employés voyaient en elle l'exemple d'un destin bouleversé par le courage et la fidélité. Eliane, apaisée, continuait de diriger son empire textile avec sagesse. Elle avait choisi de transmettre à Naya non seulement une famille, mais aussi une place légitime dans l'héritage qu'elle avait bâti. Son regard, lorsqu'il se posait sur sa fille adoptive et sur sa petite fille Amara Grace, brillait de la fierté d'une vie enfin complète. Quant à Didier, il avait refait sa vie loin de Sanoko. Le million que lui avait offert Eliane lui permit de recommencer. Mais il ne retrouva jamais la gloire ni l'influence d'autrefois. Son nom restait attaché à la trahison, tandis que celui d'Eliane et de Naya devenait synonyme de résilience et de victoire sur l'adversité. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines de Sanoko, Naya regarda sa fille jouer dans le jardin. Samuel riait doucement en la poursuivant. Et Eliane, assise sous le vieux manguier, observait la scène avec un sourire paisible. Naya sentit son cœur se remplir d'une gratitude silencieuse. Elle repensa à la jeune domestique qu'elle avait été, aux épreuves traversées, aux larmes versées. Tout cela l'avait conduite à cet instant de paix. La maison, autrefois théâtre de complots et de trahisons, vibrait désormais de chants, de rires et d'amour. Et tandis que la nuit enveloppait Sanoko, une certitude s'imposait à Naya. Le passé avait forgé ses cicatrices, mais l'avenir lui appartenait. C'était la fin d'un combat et le commencement d'une nouvelle génération. Leçon de vie. La trahison peut briser, mais le courage sauve et le pardon libère. La vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans l'amour et la loyauté.